Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission Regard Sûr, axée sur l'actualité brûlante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Pendant 45 à 50 minutes, nous allons passer en revue toutes ces questions brûlantes ici en RDC, en commençant par la visite Kabila en France, en passant par la problématique des élections crédibles ici en République démocratique du Congo sur fond de ce gouvernement que tout le monde attend. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité dans votre émission Regard Sûr. Et avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de retrouver Martin Fayulu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, vous revenez des États-Unis, quelque temps après que John Kerry soit de passage ici en RDC. Vous êtes parti là-bas très rapidement, vous avez fait pratiquement 2 semaines. C'était quoi? C'était 10 jours. Ouais, voilà, 10 jours pour être beaucoup plus précis. C'était quoi l'objet de votre visite là-bas pour ne pas être trop indiscrète? D'abord, c'était une visite familiale. Et après, j'ai profité de mon séjour à Washington pour rencontrer les Congolais des États-Unis et aussi les officiels. Donc, j'étais au département d'État et au Sénat, au Congrès. Donc, j'ai rencontré des gens pour parler de problèmes qui se posent ici, dans notre pays. Et vous connaissez ces problèmes. Donc, la Constitution. Il y a des gens mal intentionnés qui pensent soit réviser, soit carrément changer la Constitution. Il fallait en parler et remercier aussi le gouvernement américain pour avoir suivi la volonté du peuple congolais qui consiste à ne pas changer la Constitution. Là, vous faites carrément allusion à aux propos tenus par John Kerry, mais commenter différemment, soit selon qu'on est de l'opposition de la majorité. Bon, vous pouvez commenter comme vous voulez, hein, mais quand on écrit, quand on parle, c'est ce qui est dit qu'on doit suivre. Alors, si vous voulez, c'est pas une dissertation, on n'a pas demandé aux gens de disserter et de donner leur point de vue. On vous dit qu'il faut respecter la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un conseil à prendre ou à laisser. Ah bon? Vous pensez que le secrétaire d'État américain va faire un voyage pour venir ici à Kinshasa pour vos beaux yeux et vous donner un conseil que vous devez prendre ou laisser? Non, de toutes les façons, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Américains n'ont fait que suivre le peuple congolais. Et c'est ça que j'ai dit aux Américains, que merci pour nous avoir suivis. Et j'ai dit au Congrès, et au Congrès aussi, que les gens emboîtent les pas à l'administration américaine pour faire une déclaration forte demandant le respect de la Constitution. Et d'ailleurs, nous sommes contents que le président français ait dit la même chose. On va reparler quand même de cette visite de Kabila en France, en rapport avec ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit également lors de cette visite. Mais revenons un peu aux États-Unis. Vous y êtes allé, on sait que ça faisait un bon bout de temps où il y avait quand même ce désamour entre Fayulu et la diaspora. Comment ça se passait l'accueil là-bas? Mais l'accueil, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été... comment dire, retransmis en direct. Les Congolais sont venus m'accueillir à l'aéroport. J'ai eu une réunion, tout de suite je suis arrivé vendredi et dimanche, j'ai eu une réunion avec les Congolais. Il y a des gens qui sont venus de New York, de New Jersey, de la Caroline du Nord et ainsi de suite. Donc on a eu une très très bonne réunion. Il y a souvent des problèmes d'incompréhension. Effectivement, les Congolais n'étaient pas contents du fait que j'ai accepté mon mandat à l'Assemblée nationale. Mais avoir trahi Tshisekedi, oui. Non, ce n'est pas une question de trahison, mais pour eux, il ne fallait pas entrer. Et aujourd'hui, on s'est compris, et déjà depuis un certain temps, nous nous sommes compris, et comme vous dites, les relations sont au beau fixe avec mes frères et sœurs de l'étranger. Et quelle est leur attitude face à tout ce qui se passe à 2 ans des élections? Mais leur attitude, on sait que ça spécule un peu trop. Leur attitude qu'ils soutiennent exactement ce que nous disons ici. Pas de changement de constitution, pas de révision de constitution, ne touche pas à mon 220 et pas de présidence à vie en RDC. C'est clair. Et vous pensez que John Kerry est venu ici comme ça de but en blanc, mais c'est que les Congolais de la diaspora ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail énorme, ils sont en contact avec tous ces mondes-là, ils ont des entrées, eux aussi. Ne pensez pas que nous sommes les seuls à travailler ici sur place.
Ils ont fait un travail intéressant et il fallait aussi, comment dire, les remercier et rendre à César ce qui est à César. Donc, nous avons parlé de la révision ou non, en tout cas de la non-révision de la Constitution, du non-changement de la Constitution de février 2006, et nous avons parlé des élections, les déroulements des élections, que Malou Malou n'est pas crédible. Malou Malou, ce n'est pas l'homme qui doit organiser demain les élections au Congo. Ben, en tout cas, on voit cette nouvelle CENI ouvrir ses portes. Nous allons également parler de portes ouvertes. Mais parlons un peu, on a parlé de cette opinion ou de la diaspora congolaise aux États-Unis, mais parlons un peu de cette opinion américaine. Quel regard a-t-il face à la situation qui prévaut ici en RDC? Qu'avez-vous remarqué? Mais les regards simplement que les institutions doivent fonctionner normalement en accord avec la Constitution qui a été mise en place. Ce n'est pas une attitude particulière pour les Congo, c'est une attitude pour tous les pays africains qui seront bientôt, comment dire, dans la période des élections. Donc, les Américains sont des démocrates. Ils ont une Constitution qui date de plus de 300 ans. Et qu'on a changé. Dans la Constitution américaine, il y a eu plus de 11 000 amendements proposés. Et sur les 11 000 amendements proposés, on n'a eu que 27 qui sont passés. Mais il n'y a jamais eu des amendements dans le style, voilà, pour faire accéder les gens au pouvoir. Non. Les amendements, c'est sur les droits humains, c'est sur des choses sérieuses. OK? Donc, et ces gens-là nous disent que voilà pourquoi ne pas rejoindre les groupes de pays démocratiques au monde. Mais vous pensez qu'elles ont de plus en plus cette opinion américaine et de plus en plus sensible à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, notamment en rapport avec l'Est, la guerre, et ça a essayé de changer, ça a été à la base du changement un peu de la politique américaine ici envers la RDC? Mais l'opinion américaine est très sensible. Vous avez des organisations, vous avez des ONG américaines qui ne s'occupent que de problèmes congolais. Vous avez par exemple les Eastern Congo Initiative. OK? Et vous le savez, vous avez beaucoup d'autres milliardaires qui financent des projets ici. Donc, et cette opinion est très sensible. Et maintenant, je l'ai dit à tous ces mondes-là, vous pouvez financer les opérations comme vous voulez. Vous pouvez vouloir faire arrêter la guerre à l'Est. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord Kinshasa. Tout c'est la politique de Kinshasa. Il y a des complices à Kinshasa. Tant qu'il y aura des complices à Kinshasa, l'Est, vous pourrez tout faire. Vous allez dépenser votre argent inutilement. Donc, il faut d'abord régler les problèmes de gouvernance. Il faut d'abord régler les problèmes de légitimité du pouvoir au Congo. Oui, quand je reçois toujours vous reparler de ça, nous sommes à ce n'est pas moi. C'est vraiment un débat révolu. Je crois qu'on pourra. C'est pas révolu. C'est pas Élysée parce Odia. qu'on parle déjà des élections de 2016. Non, on pourra écoutez, passer mais c'est pas moi. Je vous renvoie à l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006. Ce n'est pas moi. Que dit cet exposé des motifs? On ne parle pas de crise de légitimité. On ne parle pas de crise de légitimité récurrente au Congo depuis 1960. Ce n'est pas moi. Mais c'est un constat. Mais les faits sont têtus. Alors, vous voulez qu'on se taise, vous dites que le disque est rayé. Le disque n'est pas rayé. Nous sommes là et c'est pour cela. Pour faire rayer les disques et mettre ça, conjuguer ça au passé, il faut des élections crédibles. C'est ce que j'ai dit aux Américains, que nous avons un calendrier précis. La plateforme socio-politique Sauvons la RDC a organisé sa première convention et a élaboré un calendrier très clair. Et que vous allez détailler tout au long de cette émission. Mais reparlons un peu. On a vu, bien avant vous, vous êtes allé aux États-Unis, mais bien avant, on a vu Caméré faire une tournée européenne. On sent ce lobbying de Sauvons la RDC vers l'extérieur. À quoi devons-nous ça? C'est au nom du paternalisme de l'Occident. Vous avez compris que vous avez besoin de la bénédiction de l'Occident pour essayer d'accéder au pouvoir. On n'a pas besoin de la bénédiction de l'Occident, mais on a besoin de communiquer. En 2011, on nous a dit qu'on n'a pas suffisamment communiqué. En 2011, exactement le 11 janvier 2011, le Sénat, précipitamment, d'une façon intempestive,
a accepté de traiter la question de la révision constitutionnelle, notamment la révision de l'article 71 de la Constitution, l'article 197 et l'article 198, et tant d'autres. Et nous n'avons pas élevé la voix. Et les gens nous ont reproché, ils ont dit qu'ils ont été pris, eux, en tout cas la communauté internationale, ils ont été pris par surprise. Alors nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons la voix. Au lendemain du 9 décembre 2011, quand il y a eu un coup d'État perpétré, ou en tout cas prononcé par M. Ngoï Molunda, quand il y a eu ce coup d'État, au lieu d'annoncer Tshisekedi vainqueur, on a annoncé M. Kabila. Nous avons commencé les démarches. Nous avons ici, à Kinshasa, été en réunion avec M. Hervé Lassous, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix. Nous avons discuté avec lui et nous avons commencé. Et depuis, ce n'est pas la première visite que j'effectue à l'étranger. J'ai été dans d'autres pays pour ça. J'étais en Angleterre, j'étais en France, j'étais en Belgique. Donc nous continuons même cette fois-ci. Nous voulons être précis et dire des choses comme il se doit. Nous avons un problème avec les fichiers électoraux de notre pays. On ne peut pas aller aux élections sans que la fondation soit solide. Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger quand même avec d'autres amis de l'opposition? Apparemment, souvent la RDC fait cavalier seul, solitaire. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une synergie autour de ça? Bien sûr, il y a une synergie qui vous... comment vous pouvez attester que nous faisons cavalier seul? Nous discutons avec les amis, nous discutons avec les amis des élus d'EPES, je discute avec les parlementaires ou les députés du MLC à l'Assemblée nationale, nous discutons avec d'autres députés à l'Assemblée nationale, d'autres partis politiques. Vous avez l'impression qu'il y a une dynamique qui se crée pour une véritable alternative en 2020? Bien sûr que oui, mais souvent la RDC c'est quoi? Vous voyez, souvent la RDC, vous pensez, sauvons la RDC. Nous avons eu des discussions sérieuses et précises. Une alliance contre nature. Hein, non, il n'y a pas d'alliance contre nature. Caméré et Fayulu. Alors, où est l'alliance contre nature? Où est l'alliance contre nature? Et regardez, je suis un homme qui marche par objectif. Je suis un homme des résultats. Je suis un homme qui a des sentiments ailleurs. Je ne fais pas la politique des sentiments. Je vais vous dire, Élisée Odia, il y a des sentiments que je ne connais pas, moi. La haine, la jalousie, l'envie. Ok? Ce sont des sentiments que je ne connais pas. La convoitise, je ne connais pas. Je vois aujourd'hui, qu'est-ce que le Congo a besoin? Les Congos, les enfants du Congo ont besoin de voir leur pays se développer pour leur assurer un avenir meilleur. Est-ce que moi, je peux contribuer à assurer l'avenir meilleur aux enfants du Congo? Alors si oui, quels sont les moyens pour y parvenir? Et je mets ces moyens en action. Alors, vous pensez, moi je ne suis pas ennemi de personne. Si aujourd'hui, des gens... vous laissez de fois guider par vos impulsions, vous êtes trop impulsif. Non, mais écoutez, c'est que certains de l'opposition vous reprochent quand même. Non, mais les gens qui me reprochent des choses, c'est pas dire qu'ils se reprochent eux-mêmes. Quand vous êtes vrai, quand vous dites la vérité, vous savez que la vérité blesse. Et c'est pour ça que les gens pensent. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, Martin Fayulu avec un ego surdimensionné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quel ego? Je dis des choses vraies. Les gens qui sont avec moi, ils partent, après ils reviennent. J'ai appris quelqu'un que vous avez reçu ici, sur ce plateau, en train de déblatérer sur Fayulu, qui était hier avec moi, et avant-hier avec moi. Et hier, il a dit, oui, Fayulu. Mais, quelques jours ici, là, il est passé dans une chaîne de télévision pour vanter les mérites de Fayulu. Est-ce que vous comprenez ça? Simplement parce que je dis la vérité. Et si je dis la vérité, moi, mon juge, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas des faibles. Ce n'est pas des gens qui sont des faibles d'esprit. Ce ne sont pas des politiciens qui disent aujourd'hui une chose et demain ils disent le contraire de cette chose. Ce n'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais s'il faut construire, et si ces frères et sœurs comprennent que nous avons qu'un intérêt. Et notre intérêt, à nous tous, l'intérêt commun, c'est le développement du Congo. Et si nous pouvons travailler pour, mais je n'ai pas de problème. Même si les gens de l'autre famille politique là-bas disent demain, l'intérêt du Congo, c'est ça. Nous ne pouvons plus vendre ces pays. Comme je vois maintenant des panneaux partout, ne jamais trahir le Congo.
Mais si ces gens-là disent qu'ils ne veulent pas trahir les Congos, ils ont trahi, et maintenant ils se sont ressaisis parce qu'ils ont compris que ça ne va pas. Si ces gens-là ne veulent plus être des complices des Rwandais, des complices des Ougandais, de la balkanisation de la RDC, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Construisons le pays. Intégrer par exemple le gouvernement de cohésion nationale. Non, les gouvernements de cohésion nationale, c'est la trahison du Congo. Les gouvernements de cohésion nationale, c'est la synergie de Congo, de tous les Congolais en vue de la construction de ce Congo fort. Non, les gouvernements de trahison, c'est ça, le gouvernement de trahison nationale. Alors, vous me donnez un vocabulaire. Le gouvernement de trahison nationale, que vous appelez de cohésion nationale, c'est un gouvernement qui est venu et qui est en train de venir comment? Après l'ordonnance de M. Kabila du 26 juin. Après cette ordonnance, nous tous de l'opposition, en synergie, parce que vous parlez de synergie, nous avons été au CEPAS et nous avons signé une déclaration commune le 2 juillet 2013. Et nous avons dit qu'il est nullement question d'accepter l'ordonnance de M. Kabila. Mais comment est-ce que les autres se sont démarqués? Et après cela... Au nom de l'amour du Congo, s'il vous plaît, il n'y a pas l'amour du Congo là. Les gens se sont... Et nous tous, d'ailleurs, en groupe, petit groupe, les autres sont partis à, limiter, faire un conclave. Ils ont reconnu et ils ont renforcé cette déclaration. Nous étions, à Fatima. Nous étions à Fatima. Et nous avons tenu les assises des FAC, des forces acquises au changement, et nous avons confirmé. Et l'MLC a tenu aussi un symposium au GB, la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on appelle les gens, que M. Kengo appelle les gens à Fatima pour dire, écoutez, venez aux concertations, parce qu'au sortir des concertations, parce que la cause est noble, ce n'est pas noble, c'est une trahison. Ce n'est pas noble. La cohésion nationale ne peut pas s'obtenir avec les concertations truquées. La cohésion nationale s'obtiendra demain avec le dialogue franc et sincère qui comprendra toutes les parties présentes, toutes les parties intéressées à l'affaire. Vous n'avez pas l'impression que votre requête d'un dialogue sincère, crédible, risque de rester lettre morte, parce qu'on atteint maintenant une vitesse de croisière avec incessamment la mise en place, la mise sur pied d'un gouvernement de cohésion nationale. Non. Et là, nous sommes à 2 ans carrément de prochaines élections. Nous sommes les 40e aujourd'hui. Nous sommes les 40e aujourd'hui. Nous sommes le 23 mai. Donc ça fait 7 mois. Jour pour jour. 7 mois. Plus d'un semestre. Jour pour jour, depuis que ces gouvernements de cohésion nationale, soi-disant, a été annoncé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça sérieux que ça soit autant élastique le temps? Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Si depuis 7 mois, on n'a pas mis en place ces gouvernements de soi-disant cohésion nationale, vous pensez quelles sont les raisons? Non, le président l'a dit, d'ici le 15 juin, il n'y aura pas de problème. Hein. Oui, le 15 juin. 7 mois et demi après. Et vous trouvez ça normal? Prendre le temps pour bien faire, ça ne cause de mal à personne. Pendant que les gens meurent de faim, pendant que les gens sont tués, pendant que les femmes sont violées, pendant que les Congolais, nos frères et sœurs, sont maltraités à Brazzaville, sont renvoyés ici comme des poissons pourris. Mais l'actuel gouvernement travaille et déployé sur terrain. Le gouvernement fait quoi? Pendant qu'il y a une division totale au sein du gouvernement, les ministres ne se parlent pas et il n'y a aucune action harmonisée du gouvernement. Mais écoutez, non, soyons sérieux. Donc d'où la nécessité de ce gouvernement de cohésion nationale. Non, d'où la nécessité d'un dialogue pour parler de ces problèmes de crise de légitimité et parler des élections à venir. Parce que vous savez, dans des pays sérieux, toutes les affaires qu'on fait sortir ici, l'affaire Kengo au Sénat, ok, au Sénat, l'affaire, vous parlez d'Access Bank, l'affaire Matata et tout ça, mais ça doit demander des démissions. Je ne vois pas dans un pays sérieux qu'on étale ce genre de bêtises et que les gens restent sur leur fauteuil. Il faut dire également qu'à l'Assemblée nationale, vous ne faites rien pour le Sénat est limité, surtout par rapport à cette affaire. Je parle, mais vous avez raison, totalement raison. Au niveau de l'Assemblée, nationale, vous êtes restés de marbre, vous les députés. À l'Assemblée nationale, il y a mon collègue, le président du groupe parlementaire du MLC, Maître Lenga, qui vient de faire une motion
qui vient de faire une motion. On ne traite jamais des choses sérieuses. Il a dit que depuis que nous sommes là, il y a des affaires sérieuses du pays qu'on ne traite pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Et je suis membre de l'Assemblée. Mais on tourne les pouces et on meuble les temps. Surtout donc, quand vous commencez les plénières à 13h, 14h. Écoutez, je vous dis, toutes ces institutions sont des institutions en faillite. Sont des institutions illégitimes. Et c'est pour cela qu'on ne punit personne. Personne n'est sanctionné. Et je viens de vous donner ces deux cas, ces deux affaires dans des pays sérieux. Et vous savez qu'au Mali, par exemple, prenons l'exemple du Mali. Le Premier ministre a été à Kidal. Et suite à sa visite à Kidal, il y a eu des problèmes. Vous savez ce qu'il a fait? En démocrate, il a présenté sa démission au président, au président malien. Il a présenté sa démission. Il a dit qu'il doit partir. Mais c'est le président qui lui a dit que non, j'ai confiance en vous. Et voilà ce qui se passe. Quand en France, le ministre de la Justice avait eu des problèmes et que Copé a dit, le président de l'UMP, a dit que non, il a fait la pression. Cette dame, la ministre de la Justice, est partie voir son président de la République pour dire que non, j'avais l'intention de démissionner. Ça, c'est le président qui a confiance en son ministre qui lui dit que non. Ça, ce sont les démocrates. Ici, on a vu le président limoger le ministre de l'Essurès, Bonaventure Tchello. On voit quand même qu'il y a des sanctions, que les gens sont sanctionnés. Mais c'est qui Bonaventure Tchello? Mais vous faites rire les gens. Mais ça, c'est des choses internes, leurs conflits internes, et que tel n'a pas respecté les décisions prises par le Premier ministre, on le fait limoger, on les limoge. Mais je ne parle des affaires sérieuses où l'argent de l'État est, utilisé par des moyens détournés, est utilisé pour des choses qui ne valent pas la peine, où il y a corruption, où il y a des gens qui prélèvent des intérêts dans les comptes, de l'État, dans les comptes qui sont supposés être des comptes de l'État. Mais ça, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que des menus frétins que vous faites partie. Le problème, c'est que l'argent de l'État est utilisé comment? Alors, donc, revenons à nos sujets, parce que c'est les plus importants aujourd'hui. C'est les problèmes des élections. Donc, nous disons que Malou Malou a un fichier électoral qu'il a initié depuis qu'il est à la CEI, et qu'il continue à initier, parce qu'il faut savoir que le pasteur Ngoï Moulound a de tristes mémoires. Lui est arrivé à la CENI quand? Fin mars, début avril 2011, à quelques mois, 7 mois des élections. Donc, le fichier électoral avait déjà été élaboré et lui, il a continué ces opérations-là. Mais, aujourd'hui, nous disons, et je l'ai dit aux États-Unis, aux Congolais et aux Américains, que nous ne pouvons pas accepter M. Malou Malou. Il n'est pas tout à fait crédible. Vous avez la rage un peu pour quelqu'un qui n'a pas la haine. Vous avez un peu une sorte de rage à l'endroit de l'abbé président. Nous allons parler, mais parlons de ce deuxième sujet d'actualité et entrer à cette visite d'État du président de la République en France, ce tête-à-tête Hollande-Kabila. Ça y est, la sombre page du 14e sommet de la francophonie appartient vraiment au passé. C'est le réchauffement diplomatique entre les deux États et entre les deux pays. Les pays doivent vivre. Kabila est en train de partir. La visite, c'était un strict minimum. Vous avez vu les images. Je ne sais pas. On a vu tapis rouge déroulé, passer en revue la garde française. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais écoutez, c'est pas donné à qui? C'est pas donné à qui, c'est donné aux gens qu'on invite. Privilégiés. Non, il n'y a pas de privilégiés. Si on vous invite, on vous donne ces privilèges-là, parce que vous parlez de privilégiés. Donc, mais les commentaires, la couverture médiatique en France, est-ce que l'opinion française est au courant que M. Kabila est passé en France? Est-ce que les gens en ont parlé suffisamment? Est-ce que TF1 en a fait un large écho? Est-ce que France 2? Est-ce que même les télévisions françaises tournées vers l'international? Mais c'était pas ça le but de la visite, c'était pas d'être hyper médiatisé. C'était quoi le but de la visite? Le but de la visite, c'était de dire à M. Kabila, et je peux vous le dire, que nous voulons
la stabilité des institutions. Ça a été dit. Mais maintenant, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Le français, c'est une langue très riche. Le français, c'est une langue subtile. Ok? C'est la langue de la diplomatie. Et le français vous dise que, monsieur, mesdames, pour dire à tous les Congolais, nous voulons la stabilité des institutions. Ça peut être un sujet de dissertation. Vous pouvez disserter comme vous voulez. Mais je vous dis, pour qu'il y ait stabilité des institutions, on doit commencer par où? On doit commencer par respecter la Constitution de la République. Donc ça a été dit. Alors les autres choses, c'est que, bon, monsieur est en train de partir, malgré les coups d'État, nous ne sommes pas des rancuniers, parce que vous l'avez dit, vous parlez de l'acharnement. Non, il n'y a pas de rancune. Il y a les affaires d'État qui doivent être traitées, ou les affaires des États qui doivent être traitées. Alors, pour cela, il faut s'organiser et laisser la place à une alternative crédible. C'est que les Français ont fait là. Vous ne pouvez pas comprendre que les Américains disent « Monsieur, pas de changement de constitution ». Le Belge emboîte les pas et que le Français, mais le Français vous disent « Oui, simplement, monsieur, respectez ou en tout cas assurer nous sommes pour la stabilité des institutions. » Mais il y a également été question de la République centrafricaine. Vous pensez que c'est un sujet très très important, surtout pour la RDC. Il faudrait qu'on envoie les hommes. Bien sûr, nous sommes des voisins et la crise en RCA est très très dangereuse pour la RDC. Et vous savez que à l'Équateur, le nombre des réfugiés centrafricains qui sont présents chez nous, des gens qui sont entrés, qui peuvent créer une instabilité dans le pays. Donc ça nous concerne parce qu'on peut mettre n'importe qui et venir déstabiliser le Congo. Et demain vous allez apprendre qu'il y a une autre rébellion qui a commencé comment dire, au nord du pays. Donc c'est très important, mais cela ne veut absolument rien dire. M. Kabila n'a pas les moyens, n'a pas de ressources pour aider la communauté internationale à stabiliser. Ils le font déjà, on a deux contingents en Centrafrique, mais ça veut dire quoi, les et le travail est plutôt bien fait avec les 800 hommes. Mais les contingents, ça veut dire quoi, 800 hommes? Ça veut dire quoi, les contingents? Déjà un pas. Vous avez combien de contingents étrangers ici au Congo pour l'Est de la République? Vous pouvez égaler ça? Vous pouvez matcher ça? Voilà pourquoi il faut qu'on augmente encore un peu plus des hommes en rapport avec la mission des Nations Unies. Élisée Odia, s'il vous plaît, ne cherchez pas, c'est la diplomatie. Il faut trouver quelque chose à mettre sur la table pour distraire les gens. Vous savez, il y a beaucoup de distractions, il y a de diversions. Et quand on parle également de la problématique des expulsés de Kinshasa à Brazzaville, c'est également de la distraction. Si les deux présidents parlent de ça, vous pensez que c'est de la distraction? Là, c'est très dangereux. Ça, c'est on vous dit que vous n'êtes pas responsable. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça depuis longtemps? Vous savez, quand on a libéré, vous avez vu les 2 libérations des otages français qui se sont intervenus dernièrement. Qu'est-ce que Hollande a fait? Visite en Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quand ces Français viennent, qu'ils soient 2, 3 ou 4, mais le président français est là pour les accueillir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les refoulés du Congo-Brazzaville? Le pouvoir est décentralisé. Ici, chez nous, on a vu le gouvernement faire sa part, le gouverneur de la ville, les différents gouverneurs, qu'est-ce que vous dites, le ministre des Intérieurs. Le pouvoir en France, chacun joue sa partition. Le pouvoir en France, aux États-Unis, n'est pas décentralisé. Le pouvoir ailleurs n'est pas décentralisé. Le pouvoir au Sénégal n'est pas décentralisé. Mais qu'est-ce que vous dites? Quand on vous refoule plus de 120 000 personnes, quand vous avez des gens qui dorment à la Belle Étoile, quand vous avez des femmes violées, quand vous avez des gens congolais de Kinshasa vivants qu'on mette à la morgue, et vous avez ça, et vous dites que le pouvoir est décentralisé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est l'irresponsabilité, mais ça veut dire qu'on tape le poing sur la table. On tape le poing sur la table. On dit que c'est fini, on doit arrêter ces bêtises. Quoi, la rupture diplomatique? Je dis qu'on tape le poing sur la table et définissez ce que ça veut dire taper le poing sur la table. On ne peut pas, comment dire, abandonner des concitoyens comme ça. Non, mais on a quand même vu une cellule de crise se mettre en place autour de Qu'est-ce que la cellule de crise a fait? Avec les salles de transit, on a vu le gouvernement c'est cassé en 1000 morceaux pour mettre à quel moment, dites-moi, le problème a commencé quand et à quel moment la cellule de crise a été mise en place et à quel moment on a commencé à prendre en charge, et encore
les Congolais. Mais le problème n'est pas là. Et quelle est la réaction du gouvernement du Congo-Brazzaville? Oui, comment dire, introduire pour aller au Congo-Brazzaville, et voilà, on fait la réciprocité. Et à l'époque, je suis intervenu à l'Assemblée nationale quand les collègues Mouyaya a interpellé ou a posé la question au ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que le gouvernement a fait à ce moment? Et le porte-parole, le soi-disant porte-parole du gouvernement. Le porte-parole. Oui, le porte-parole du gouvernement, appelons ça, du soi-disant gouvernement. Le porte-parole a dit quoi? Qu'on ne pouvait pas, comment dire, assurer la réciprocité parce que simplement, il y a ces Congolais-là étaient des gens qui n'étaient pas en ordre pour demeurer en République du Congo. Donc, et voilà le temps. Je dis c'est l'irresponsabilité. Alors, si le président Hollande en parle, ça que c'était grave. Ça, c'est un problème des deux pays ici qui doivent régler. C'est un problème de la communauté africaine qui doit régler ces problèmes. C'est un problème, vous instituez les visas. Et vous voyez les reculs. Quand vous allez dans l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les allées et venues sont libres. Et nous, on avait ça ici. Et instituer les visas. On doit faire payer aux gens plus de 85 $. Mais nous, on a essayé, on a vu le gouvernement faire sa part, envoyer des émissaires, mettre en place une diplomatie pour que ce problème puisse se résoudre sur le plan diplomatique. Il ne faut pas jeter la pierre quand même sur le gouvernement qui a tout tenté. Attendez, je crois que je ne sais même pas pourquoi je prends beaucoup de temps pour, comment dire, pointer du doigt là où il y a des problèmes. Le problème, c'est que M. Kabila et M. Sassou Nguesso doivent nous dire ce qui se passe réellement. Un point, un trait. Parce qu'eux, ils doivent connaître le fond du problème. Qu'ils nous disent. Moi, je leur pose la question aux deux. Qu'ils nous disent ce qui se passe réellement. On ne les a pas encore entendus parler. Il y a des non-dits, vous pensez? Mais il y a bien sûr. À quoi vous faites allusion? Non, je leur demande de nous dire ce qui se passe. Vous prêtez des intentions. Je ne prête pas des intentions. Je dis qu'ils nous disent, nous, ok, Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazza, ce qui se passe réellement. Nous sommes des frères. Nous sommes, moi j'ai des amis, ok, moi je suis quinois, ok, j'ai des amis d'ici, les Teke d'ici, qui ont des frères, ok. Vous savez, quand Nyarkos parlait ici, il est d'ici, il est de là-bas. Il y a des frères ici, parce que les rois Ngaliema, ok, les Bateke, mais ils sont où? Alors maintenant, vous allez dire à un Teke qui a des parents ici, des grands-parents ici, qui a des grands-parents à Brazzaville. Vous allez lui dire, pour aller à Brazzaville, de payer 85 $ ou je ne sais pas, de visa pour traverser. Mais quelle aberration! Alors donc c'est pour cela que je dis, résumons le problème. Il faut que qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Qu'est-ce qui se cache? Alors, on va très bientôt terminer. Hein. On a gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes maintes fois revenu sur le processus électoral ici en RDC, la crédibilité et la transparence de ce processus. Ça y est, c'est fait. La CENI de Ngoye, de l'abbé président, vous a entendu et a ouvert 6 portes. Des journées portes ouvertes pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est fait à la CENI. Est-ce que vous y êtes déjà allé, vous? Les CID, les FAC, vous y êtes déjà allés? Les FAC ne sont pas allés, on ne nous a pas appelés, et même si on nous appelait, on n'ira pas. Parce que regardez la qualité des gens qui vont là-bas, ce sont des gens triés que M. Malumalou, pour amuser la galerie, parce qu'il sent la pression. Ok? Vous savez, on dit les laboureurs et ses enfants. Ok? Donc maintenant, sentant sa mort prochaine, ok, la mort, ça veut dire sa démission, son départ de la tête de la CENI. M. Malumalou est en train de multiplier des occasions pour montrer aux gens qu'il est en train de travailler. Ces portes ouvertes, que nous appelons nous des portes fermées, ok, ces journées portes fermées, Malumalou a trié des choses à montrer, mais qui nous disent les fichiers électoraux, à combien d'électeurs? 32 millions? Okay. L'opération qu'ils ont commencé est là pour colmater les brèches. Quand est-ce qu'on va arriver à 32 millions? Qu'ils nous disent, qu'ils démontrent, parce qu'on devait montrer aux gens, quand vous avez une opération porte ouverte, vous allez, vous dites, moi je m'appelle Élisée Odia, je suis parmi la délégation, je veux voir les serveurs, est-ce que je vais faire un test? Oui, allez, je mets mon nom, paf, je vois, ah, je suis carte numéro telle, circonscription telle, mon nom est là. Est-ce qu'on a fait des choses comme ça? Qu'ils nous disent, les serveurs se trouvent où?
à Kinshasa, à Bruxelles, où? Qui gère les serveurs? Qu'ils nous disent, voilà, j'ai proposé, donc c'est lui, Malou Malou, qui est élection locale, en premier. Et que les élections locales... Il faut dire que vous avez été quand même débouté sur Non, attendez, on va revenir. Que les élections locales, la circonscription, c'est les groupements. Alors qu'ils nous disent qu'ils prennent un groupement du Congo. Il y a combien de groupements? Qu'ils nous disent il y a tant de groupements. Voici les fichiers par groupement. Je prends par exemple un échantillon, 3 groupements, et je démontre. C'est ça. Donc, M. Malou Malou sait que les élections locales ne peuvent pas avoir lieu. Mais il va publier quand même très bientôt le calendrier pour la poursuite. Mais les calendriers, sauvons la RDC. Oui, sauvons la RDC. Urbaine, locale et municipale. Sauvons la RDC a fait un calendrier compréhensif. Et vous avez vu, les municipales, les locales, les urbaines, on repousse ça après 2016. Et nous sommes très contents que l'AETA, donc la société civile, a dit que Malou Malou, avec ses hypothèses, piège. C'était très dangereux et il piégeait la population. Donc, et AETA a publié un calendrier qui est exactement presque les calendriers de Sauvons la RDC. Alors, maintenant, ces amis-là de l'AETA, qui étaient ses amis hier, ou je ne sais pas s'ils sont toujours ses amis, qui viennent de les désavouer. Parce qu'il a fait des réunions avec eux. Parmi eux, il y a des gens qui l'ont accompagné aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu des gens que Malou Malou a vu aux États-Unis pour leur dire, proposer son calendrier. Et j'ai dit à ces gens-là, ils ont trouvé que Malou Malou était très faible. Je peux vous le dire. Ils ont trouvé que Malou Malou n'a pas convaincu, était très faible, et ce qu'il disait. Et d'ailleurs, quand John Kerry est venu, il a dit à Malou Malou que personne n'avait confiance en ce qu'il faisait et que son affaire perdait la crédibilité et la légitimité. Donc, vous voyez que ces amis de l'AETA viennent de nous rejoindre et désavouent Malou Malou. Alors, qu'est-ce que Malou Malou? Malou Malou va être seul. Il faut dire que tout ce que va faire Malou Malou, vous êtes tellement prédisposé à ne même pas croire. Non, on ne peut pas croire. Est-ce qu'un serpent peut mettre au monde comment dire, un lapin? Il a quand même droit à ce bénéfice de doute. Pourquoi ne pas essayer de travailler ensemble? Allez lire dans votre Bible les livres de Jean. Ok? Lisez Jean 3, 6. Ok? Vous allez lire et vous me direz, une espèce ne donne qu'un fruit de la même espèce. Ok? Monsieur Malou Malou restera Malou Malou de 2006, il ne pourra jamais changer. Il restera Malou Malou de 2006, membre d'un parti politique de la majorité kabyliste, conseiller de M. Kabila, qui a fait des émissions et tout ça, et en amitié avec certains intérêts ZTS et tout ça, et ces intérêts-là qui essayent de faire le lobbying pour lui. Mais nous disons que ça ne marchera pas parce que le peuple congolais a signé une pétition. Non, on a quand même vu, très rapidement, on va parler parce qu'il nous reste peu de temps, on a vu quand même la dernière décision, pas la dernière décision, la MONUSCO a quand même décidé d'affecter 15 de ses techniciens au sein de mais la MONUSCO, oui, mais pas pour Malou Comment Malou. vous, au niveau des FAC, analysez-vous cela, mise sous tutelle de la CENI? Nous sommes en train de discuter avec la MONUSCO. On a eu déjà des réunions, on a eu déjà 2 réunions avec la MONUSCO sur ça. Nous sommes en train de discuter avec la MONUSCO. La MONUSCO, mettre les gens là-bas, vous savez la nouvelle résolution. On renforce la mission des bons offices de la MONUSCO pour les élections. Ok? Et la MONUSCO, en mettant les gens là-bas, ça n'avait strictement rien dire. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent Malou Malou. Je vais revenir, excusez-moi si je peux prendre même 30 secondes, sur la pétition Malou Malou dégage de la CENI. J'ai entendu des gens dire que Fayoulou ne sait pas lire la Constitution, que la démission. Mais je crois que les gens ne savent pas lire les lois de la République. Il faut lire la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Quelles sont les modalités de départ d'un membre du bureau? Il y en a 8. Alors que les gens aillent regarder. Et dans les 8 modalités, quand on parle de décès, on parle de la démission, comment dire, l'acceptation d'un poste incompatible, une fonction incompatible à la fonction du membre de la CENI, la démission et les 4 autres. Il n'y a pas la démission? Et que les gens aillent lire. Alors je leur donne un devoir. Et qu'ils viennent après vous voir pour discuter, qu'ils lisent l'article 27 de la Constitution. Et qu'ils me disent, que dit l'article 27? Non, nous, sauvons la RDC, nous avons initié cette pétition en conformité totale avec la Constitution
du 18 février 2006. Donc, Malo Malo n'est pas crédible. Malo Malo, les journées portes ouvertes, ce sont des fantaisies, c'est la distraction, parce que Malo Malo veut faire montrer aux gens qu'il travaille, qu'il dépense de l'argent, mais qu'ils nous disent, les gens qui l'embauchent, qui nous disent ce qui se passe là-bas au niveau du tribalisme, au niveau des gens qu'il a embauchés, qui appartiennent à une tribu, qui appartiennent à sa tribu, qui nous disent les gens qui ont travaillé avec son successeur, comment ils sont maltraités, comment ils sont traités aujourd'hui, les dédoublements de job à la CENI. Nous savons tout ça. Malo Malo n'est simplement pas crédible. La personne qui va accorder un crédit à Malo Malo, c'est que cette personne, peut-être, il n'est pas chrétien. Aucun chrétien sérieux ne pourra accorder quelqu'un qui ne respecte pas le code de conduite de l'Église catholique. Mais comment cette personne, de sa communauté de base, comment cette personne peut respecter autre chose? Comment cette personne peut amener les gens aux élections transparentes et crédibles? On va bientôt. Vraiment, ce sera la toute dernière question par rapport à Malo Malo. On vous demande, on dit à vous souvent la RDC, vous avez des membres à la CENI, pourquoi ne pas le retirer carrément et faire tomber le bureau? Mais ils vont se retirer. Ils vont se retirer, ne vous en faites pas. Et ils vont se retirer. De toutes les façons, ils prennent leur temps, en fait. Ils vont se retirer. Le problème, c'est que, vous dites, en français, on dit, qui trop embrasse mal étreint. On ne va pas aller commencer à faire Malo Malo d'abord. C'est lui qui est la tête. Et vous n'avez pas peur qu'avec ça, quand le bureau, quand ça risque de créer une crise, et au finish prolonger quand même, non. Qu'on n'ait pas Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise si nous avons le dialogue. De toutes les façons, déjà, on a enlevé les élections locales. Vous enlevez les élections locales, il n'y a pas de problème de temps. Parce que les élections locales que Malo Malo a mis là, c'est pour gagner du temps, c'est pour déborder, faire déborder 2006. Donc, les élections locales n'auront pas lieu parce que techniquement, on ne peut pas le faire. Et de toutes les façons, on ne peut pas. La 2006, les arriérés de 2006, c'est fort clos. Les élections de 2006, c'est fort clos. Nous devons terminer les arriérés de 2011. Et pour terminer les arriérés de 2011, il y a les provinciales et les sénatoriales. Donc, Malo Malo, qu'il aille faire autre chose. Si l'Église catholique ne va plus l'accepter, ou personne ne viendra dans des messes qu'il pourra célébrer, mais ça c'est son problème, qu'il aille faire autre chose. Il a gagné suffisamment d'argent et nous savons qu'il est dans d'autres choses. Et très lui-même rapidement, M. Fayoulou, je vous donne une minute pour votre mot de la fin en rapport avec cette émission. Mon mot de la fin, c'est que le peuple congolais doit continuer à être responsable et à être vigilant. Vigilance, ça veut dire pas de révision, pas de changement de la Constitution. Vigilance, ça veut dire que Malo Malo doit dégager de la CENI et avoir un monsieur ou une dame crédible à la tête de cette CENI. Vigilance, ça veut dire que les élections doivent avoir lieu à des dates. L'élection présidentielle en 2006, troisième trimestre 2016, pardon, nous devons avoir l'élection présidentielle. Et nous devons terminer le processus de 2011 en commençant très rapidement avec l'élection des députés provinciaux, c'est-à-dire les élections provinciales et l'élection des sénateurs. Et avant toute chose, il faut un audit du fichier électoral pour que la fondation soit réellement solide. Et voilà, ce sera votre mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre disponibilité. On remercie également les téléspectateurs. Je sais que vous étiez très nombreux à nous suivre. Écrivez-nous, hein, il y aura certainement un numéro affiché en bas de l'écran pour vos remarques, vos suggestions et voire même vos questions. On se dit au revoir et nous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans le cadre de votre émission Regard Sûr. Au revoir et à très bientôt.